Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Nous allons débuter d'ici quelques instants, juste le temps pour laisser le temps de laisser aux derniers arrivés le temps de s'installer confortablement devant leur écran. Donc d'ici quelques instants. En tout cas, merci déjà à vous tous qui êtes présents pile à l'heure. Vous êtes très ponctuels. Je vois que le nombre de participants continue d'augmenter. Prenez place, prenez place. Très bien, allez, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour Adrien, bonjour Martin, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire. Juste avant de commencer, on va donc passer aux présentations. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélien, donc responsable de la marque et du contenu chez Snapshift et je serai votre animateur tout au long de ce webinaire. Pour les quelques personnes qui ne nous connaissent pas, chez Snapshift, nous développons des applications de gestion d'équipe et de planning en ligne pour simplifier la gestion RH d'un restaurant, d'une boulangerie ou de tout autre commerce de proximité. Nous faisons des plannings automatisés, nous faisons de la gestion des temps de travail, de la préparation de la paye. En fait, notre application a un seul objectif, faire gagner du temps aux équipes sur les tâches chronophages et les libérer de tout ce qui les éloigne de leur activité principale. Juste avant de commencer, du coup, je vais vous laisser vous présenter. Donc, Adrien, tu as déjà l'habitude de faire des webinaires avec nous, mais je vais te laisser te présenter quand même, ainsi que sauf Adrien. Oui, c'est pas pour autant qu'il y a une certaine renommée. Bonjour à tous. Adrien, je représente le cabinet Sauf Adrien. Nous sommes un cabinet spécialisé dans le conseil en restauration. Avec Sophie, nous sommes deux anciens directeurs d'établissement et donc nous avons voulu mettre nos connaissances au profit des restaurateurs indépendants comme les jeunes groupes pour parler de toutes les problématiques tant techniques, d'hygiène, de sécurité, qu'opérationnelles, de gestion du terrain, des équipes, de la mise en place des différents process et aussi de gestion en travaillant avec des restaurateurs sur la maîtrise de leur masse salariale ou de leurs achats de produits alimentaires comme non alimentaires. Donc un cabinet qui se veut à 360 degrés sur l'ensemble des problématiques de la restauration, mais toujours axé sur le cas terrain et comment appliquer ça vraiment au quotidien d'un établissement. Bien, merci. Et à côté, nous avons donc Martin. Donc, Martin qui va de Tasty Ouais, Cloud. Je vais te laisser te présenter et parler de Tasty Cloud. bonjour à tous, merci Aurélien, merci à Snapshift aussi pour l'invitation, parce que du coup c'est une première pour Testy Cloud de collaborer ensemble. On est ravis de participer à ce live et on espère qu'on va pouvoir donner des éléments de réponse dans un moment qui est très important pour les restaurateurs. Donc moi je suis Martin, directeur marketing et communication chez Testy Cloud. Testy Cloud, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une entreprise française qui digitalise la carte du restaurant depuis 3 ans et demi maintenant. Donc, on accompagne les restaurateurs dans la digitalisation de leur offre pour leur proposer une carte digitale à la fois en ligne, via les outils de click and collect par exemple, mais aussi sur place avec différents supports, des menus sur tablette, des menus via QR code qui sont très actuels. Voilà. Donc, la solution leur permet depuis une plateforme de gérer tous ces menus, de nécessairement gagner du temps au quotidien, hein, un peu comme le fait Snapshift sur la paye, nous on le fait sur le menu, et de pouvoir augmenter aussi nécessairement son ticket moyen sur des points qui sont liés aux atouts du menu digital qui sera présenté lors du live. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Martin. Donc, effectivement, on reste sur la thématique de gain de temps. Juste avant de démarrer, un petit rappel logistique pour ceux qui ne connaissent pas encore nos webinars. Vous avez la possibilité de poser vos questions à tout moment pendant toute la durée du webinaire sur l'onglet questions à droite de votre écran dans le panneau de configuration du webinaire. Vous pouvez les poser à tout moment. Nous allons récolter les questions et il y aura un moment dédié aux questions-réponses en fin de webinaire. Mais donc, en tout cas, vous pouvez les poser à tout moment. Ne vous inquiétez pas, elles sont sauvegardées. Et donc, écoutez, sans plus attendre, on va pouvoir démarrer. Donc, en fait, pourquoi est-ce que nous faisons ce webinaire? Un petit rappel de contexte. Donc, réinventer le parcours client de son restaurant pour une reprise durable. Tout simplement parce que pendant le confinement, eh bien, nos habitudes à tous de consommation ont été bousculées et puis nombreux sont ceux qui ont découvert la vente à emporter, le click and collect et de tous nouveaux modes de consommation. Donc là, aujourd'hui, avec la reprise qui commence, eh bien, il y a de gros enjeux qui pèsent sur ces conditions de reprise et sur la réouverture des établissements, sur qu'est-ce qu'on fait, quelles offres on peut développer, qu'est-ce qu'on fait du click and collect, qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait cohabiter les nouvelles habitudes de consommation, pardon, qui ont été développées pendant ce confinement avec les offres plus traditionnelles. Et donc, ce webinaire a pour but d'apporter des réponses à ces questions et de rassurer les restaurateurs pour la mise en place de ces offres, tout en respectant les gestes barrières et les contraintes qui ont été découvertes par ce confinement. Et donc, pour ça, on va donc
Alors, on va donc aborder le problème en 3 parties. Donc, d'abord, on va parler de l'anticipation de la réouverture, donc tout ce qui est mesures et protocoles d'hygiène à respecter et en même temps, quelle offre on peut proposer. Ensuite, vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet sur le parcours client, quels outils on va choisir pour réinventer le parcours client. Et enfin, donc, on va aborder la gestion opérationnelle, qui est vraiment comment est-ce qu'on suit cette activité, comment est-ce qu'on s'adapte, quels chiffres il faut suivre, etc. Donc, pour débuter, je vais laisser Adrien prendre la parole sur avant, donc pour préparer le retour du client dans un espace privilégié qu'est le restaurant. Maintenant, il n'est plus à la maison, il est de retour au restaurant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer à ça exactement? C'est la grande question de ces 5 derniers jours. Depuis qu'Edouard Philippe a parlé, j'en ai des dizaines de restaurateurs qui m'appellent, qui me disent, OK, on reprend, on commence par quoi? Il y a tellement de sujets à mener, on rouvre aussi rapidement qu'on a fermé il y a quelques mois, avec très peu de temps laissé pour la préparation. Donc c'est un peu la panique en ce moment. Nous, on est un peu sur tous les fronts avec Sophie Adrien, mais ce qu'on essaie de dire, c'est que justement, on peut s'organiser, et même pour ceux qui auraient déjà fait des réouvertures partielles, j'entends par partiel, même pour ceux qui seraient en zone verte et qui auraient rouvert avec le mètre de distance entre chaque table et les différents protocoles, pensez bien à revenir en amont sur cette préparation, même si la réouverture est déjà effective. La première chose qu'il faut imaginer et qu'il faut bien préparer, c'est l'équipement. Comment se mettre à jour dans ces outils, comment avoir en effet un équipement prévu et faire face encore aujourd'hui aux difficultés d'approvisionnement. Tous les acteurs du marché ne sont pas encore à 100% de leur capacité, notamment pour tout ce qui va être sur les produits alimentaires. Faites-vous bien un point sur ce que sont capables de faire vos fournisseurs. Reprenez avec eux leur mercurial à jour. Et si jusque-là, vous aviez une habitude de travailler sur une mercurial fixe, reprenez avec eux sur ce qu'ils ont pu faire évoluer ou sur des produits substitutions qui peuvent exister. De la même manière, faites le même travail sur le non alimentaire et faites très attention en ce moment au coût de l'emballage et au coût du consommable qui a tendance à être en inflation. On a une vraie augmentation des prix sur le consommable en particulier. Ça se voit sur beaucoup de produits. On a encore certaines ruptures. Là, j'ai fait le tour de restaurant là, ces 48 dernières heures. Tout le monde n'a pas été capable de trouver des gants, par exemple. Le gel hydroalcoolique reste une question. Donc, faites un point, même post-ouverture ou si vous êtes en train de la préparer, faites un point vraiment précis là-dessus sur où vous pouvez vous fournir, dans quelle quantité. Je ne vous dis pas non plus de créer la rupture de vos voisins et ne rachetez pas tous les stocks, mais soyez avec une logique assez pertinente de définition de vos besoins, essayez de calculer si la consommation va augmenter. Souvent, on me demande est-ce qu'il y a un vrai coût supplémentaire au niveau du consommable sur cette réouverture? Oui et non, dans le sens où c'est un coût supplémentaire mais fixe. Donc, n'allez pas non plus me faire un x2 ou un x4 sur votre achat de savon pour les mains, ça n'a aucun sens. Mais essayez de définir si en effet vos achats sont maîtrisés. Faites un vrai point sur les achats sanitaires et c'est ainsi que vous allez avoir une ouverture qui déjà matériellement va se concrétiser. Sur l'ensemble des protocoles à ramener avec cela, ici on va s'intéresser aujourd'hui beaucoup au parcours client, mais pensez bien que vous avez une adaptation à faire d'un point de vue sanitaire. Cette adaptation, elle ne passe pas que par le matériel, elle passe aussi par des protocoles à mettre en place. Ça peut être des chemins à repenser, ça peut être un moyen d'agir dans le restaurant à repenser, et c'est des endroits à privilégier pour le client, pour qu'il se sente en effet en sécurité. Ce qui va être le premier niveau qu'on va attendre dans un parcours client, c'est de se sentir à l'aise. Et pour que celui-ci soit à l'aise, il faut aussi que votre salarié soit à l'aise. Donc, dans ce cas-là, il faut aussi penser la partie backup, qu'au niveau de son arrivée dans l'établissement, il se sente bien, qu'au niveau des vestiaires, il ait tout le matériel nécessaire pour se changer correctement, qu'il y ait justement cette question matérielle n'en soit plus une et qu'il n'y ait pas de questionnement à ce niveau-là et qu'on puisse vraiment se préoccuper de l'acte de vente en lui-même, du retour de la clientèle et de s'occuper de celle-ci. Donc, c'est à vous de faire ce travail en amont, quoi qu'il en soit, de protocoles sanitaires, de mise en place des nouvelles mesures et en même temps de sécurisation et de maîtrise vraiment de celles qui existaient déjà. Parce que ça m'est aussi arrivé de voir des restaurants qui avaient très bien adapté les gestes barrières, qui avaient très bien adapté le parcours client, mais qui avaient que des produits périmés dans leur frigo. Donc ça ne marche pas pour autant. On garde évidemment les basiques et même on se concentre en premier lieu sur les basiques. Faites en sorte que voilà, tout ce parcours sanitaire il soit bien maîtrisé et dès lors, vous aurez déjà franchi une étape sur toute cette grande problématique et ce grand cafouillage qu'on peut entendre un peu partout sur la structuration d'une réouverture. D'un point de vue vraiment de préparer le retour du client, il faut d'abord préparer le retour de son salarié et cet espace de manière saine et sécuritaire. Ok, très bien. Donc effectivement, c'est très clair. Alors là, tu nous as beaucoup parlé de tout ce qui était non alimentaire, j'ai l'impression. Donc du coup, maintenant, je vais te donner la parole à Martin pour nous parler un peu plus en détail de tout ce qui est plus alimentaire au niveau de l'offre à proposer pour la réouverture. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce que tu recommandes? Oui, bah alors déjà juste un point sur ce qui vient d'être dit par Adrien. Je pense que c'est vraiment essentiel
de poser les étapes voilà, sur tout le non-alimentaire et à la fois la théâtralisation du parcours client, mais aussi celui de ses employés, parce que c'est eux qui passent encore plus de temps dans le restaurant, donc c'est très très important. Pour ce qui s'agit de l'offre, évidemment, il va falloir y aller à tâtons. Et nous, ce qu'on recommande aujourd'hui à nos restaurateurs clients, c'est surtout du coup, de démarrer avec prudence. Évidemment, on sent qu'il y a une envie chez les Français, et ça s'est confirmé ces derniers jours, de retourner au restaurant. Pour autant, on ne sait pas comment cela va se passer dans les prochaines semaines. D'où l'importance vraiment d'optimiser un peu sa carte et ses coûts. Donc pour parler un peu plus en détail de la carte, on recommande évidemment de miser sur ces top dish, sur ces plats, sur ces produits phares. Généralement, ce sont les meilleures ventes du restaurant déjà avant la crise, et de raccourcir un peu la carte. Pas besoin d'aller faire une carte hyper étoffée. De toute façon, ça rebondit un peu sur ce qu'a pu dire Adrien juste avant. On a des problèmes de fournisseurs aujourd'hui, l'activité n'est pas encore pleine, donc ne vous mettez pas de bâton dans les roues et optimisez votre carte en fonction justement de ces fameux plats phares. Préférez l'utilisation de produits qui peuvent servir à tout, des produits multi-usages, qui peuvent faire de l'entrée, du plat, du dessert. Donc on parle de produits bruts, aussi de vinaigrettes qui peuvent servir, de sauces qui peuvent servir pardon, à faire des vinaigrettes, mais aussi des marinades par exemple. N'hésitez pas à chercher à modeler une carte qui puisse être pratique pour votre organisation. Voilà, pour ce qui est de la carte, j'en dirai pas plus, je pense que c'est déjà une bonne information et la première chose à faire. Ensuite, dès la réouverture, pour parler maintenant un peu plus du concept et de l'offre, on l'a vu, les clients vont attendre toujours plus de cohérence et de sincérité dans l'offre qui est proposée. Et c'est vrai que ça va être très important de tout de suite reclarifier votre positionnement. Profitez de cette réouverture pour annoncer fièrement qu'est-ce que vous proposez au sein de votre restaurant. Allez-y à fond sur le storytelling. En fait, cette ouverture pour moi, c'est comme un événement. Donc, il faut le faire ressentir. Et pour rebondir sur ce que je disais juste avant sur l'offre, c'est aussi ça l'idée. Misez sur vos produits phares, restez au cœur de votre positionnement de restaurant et gardez une offre sincère qui pourra parler à vos premiers clients. Voilà. Je vais peut-être laisser Adrien compléter ce que je viens de dire parce que je sais que c'est un sujet que tu maîtrises bien aussi. Non, mais en effet, tu as dit les mots, les principaux mots, c'est-à-dire simplicité, lisibilité et sincérité. C'est vraiment, s'il y a 3 mots à retenir sur ce qui doit être au centre de votre création de carte, c'est ça. Après, ce qui peut aussi être important de définir, en effet, les top places sont très importants, mais à définir si en effet ils vous représentent réellement, car il y a une vraie concurrence aussi qui s'est un peu accrue au niveau des offres. Et si vous n'avez pas une offre quand même assez ciblée et qui a une vraie cohérence en elle-même, ça va avoir moins de sens. Si vous êtes un restaurant qui est identifié comme un restaurant italien et que votre top plat, c'est une salade, un pokéball, il va y avoir un vrai problème de lisibilité, même si c'est votre top vente. Et est-ce qu'on peut, et là il y a une vraie réflexion à avoir sur est-ce que ça a du sens de mettre encore ce produit en avant, est-ce que je vais aller dans ce sens-là ou dans un autre. Mais avoir un multi-discours en ce moment, c'est très compliqué. Donc plus on va être pertinent, simple, mais aussi, comme je disais, sincère, c'est-à-dire qu'en effet, on vous dit qu'il faut en effet penser en termes de coût, en termes de marge, mais avant tout, si votre offre n'est pensée que par rapport à cela, ça va aussi se ressentir. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une volonté de partage dans votre plat et elle doit se ressentir et c'est là-dessus que vous pouvez en effet être attrayant. Au niveau de la simplicité de production, tu l'as dit, on peut avoir des produits qui vont être redondants, des choses qui vont se réutiliser. On a même tendance, nous, à inviter dans les premiers temps pour les restaurateurs, quand je dis les premiers temps, ça va être vraiment les premiers jours ou les 2 premières semaines, de travailler par palier de production. Dites-vous d'avance, ce midi, j'espère, et je serai très content si j'ai fait 20 plats. Et dans ce cas-là, faites-vous une production pour 20 plats. Si à 12h45, vous avez tout vendu, eh ben, c'est une bonne nouvelle. C'est pas grave, vous aurez raté une partie de la clientèle sur ce jour-là, mais vous pourrez réadapter derrière. Et fonctionner par palier de production et faire ce qu'on va appeler un sold out, c'est-à-dire vraiment une rupture des produits disponibles chaque midi et reniveler à chaque jour, ça va être vraiment très intéressant pour définir le niveau qui est en effet un grand point d'interrogation aujourd'hui. Donc, c'est en effet sur ce côté lisible, simple, sincère qu'il faut jouer sur la création de la carte. En effet, sur une offre à emporter plus d'une dizaine de plats, je ne vois pas la nécessité aujourd'hui. Et maintenant, travailler par niveau de production sur chacun d'entre eux. Regardez en effet ce qui est le top et flop vente même dans ceci et définissez-vous une checklist chaque matin des productions à mener pour vraiment être plus clair. Ça va être plus simple pour vos salariés qui reprennent et qui, ne nous mentons pas, on le voit, sont un peu rouillés par 2 mois de non-travail et qui ont besoin un peu de reprendre le rythme aussi. Et ça va vous permettre d'éviter des pertes trop conséquentes.
Bah donc justement, tu viens de mettre le doigt un petit peu dessus, c'est qu'au niveau des équipes, alors une fois qu'on a défini son offre, une fois qu'on a repréparé ses lieux et une fois qu'on a du coup préparé, enfin, un peu travaillé son concept, j'imagine qu'il va falloir un petit peu de temps de formation à ces équipes, qu'il va falloir un petit peu commencer à préparer ces équipes vraiment pour, euh, pour, euh, pour cette réouverture et pour cette réadaptation en quelque sorte. Donc, comment ça se passe d'un point de vue un peu plus planning alors à ce niveau-là, j'ai l'impression que tu recommandes d'organiser un rétro-planning d'ouverture. Exactement. Alors, en toute transparence, quand on a discuté de tout ça ensemble, tous les quatre, nous n'avions pas encore le message d'Edouard Philippe et nous ne pensions pas que les restaurants auraient commencé à rouvrir. Donc, on était dans un rétro-planning antérieur à l'ouverture. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va aussi s'adapter à la situation actuelle, même s'ils avaient déjà rouvert. C'est vraiment, au-delà de les penser en termes de journée, pensez-les en termes d'ateliers qui vont décliner les uns des autres. Si vous n'êtes pas rouvert, on peut très bien l'adapter comme tel. C'est-à-dire que pour moi, si vous imaginez une réouverture un tel jour, il faut que l'équipe rentre au moins 5 jours avant. Et quand je dis l'équipe, c'est vraiment tous les gens que vous comptez sortir du chômage partiel pour les faire retravailler. Ils se réapproprient le lieu. Il y a souvent un vrai coup de ménage à mettre en place. Il y a aussi une réorganisation spatiale des restaurants à penser. En effet, pour la plupart, vous allez juste avoir à mettre en place une zone de takeaway. Mais si tout l'arrière de la boutique fait zone morte, complètement abandonnée et encore poussiéreuse, vous perdez de la clientèle. Même s'ils n'y vont pas, même s'ils ne vont pas dans cet espace-là, ils le voient. Et tout doit être vraiment pensé. Plus votre établissement va être aménagé dans un sens où on a l'impression que l'ensemble de l'espace sert l'offre de vente que vous avez. Donc, même si vous faites que de la vente à emporter, il faut que l'ensemble de l'espace soit utilisé. Donc, on bouge les banquettes, on bouge les tables. On en fait vraiment des zones qui sont utiles au quotidien de l'établissement, même si c'est pour 15 jours, même si c'est pour 3 semaines. Vous allez donner une impression de maîtrise de l'espace et de maîtrise de l'offre de production et du coup de l'offre de vente qui va être bien plus pertinente. Donc, c'est ça que j'entends par grand ménage. Réception de marchandises à J-3, c'est pertinent parce que ça permet de vérifier vraiment une dernière fois qu'on a bien toute la capacité de production, qu'on a bien tous les produits disponibles et on peut remettre en place justement une production avec un protocole sanitaire qui s'y applique. Protocole sanitaire qui s'applique à la production parce qu'on va être dans une surdésinfection des zones, surdésinfection des éléments de tranche comme les couteaux, les planches à découper, les trancheuses et aussi une maîtrise plus importante des produits bruts tels que les légumes ou les fruits qui vont avoir une décontamination qui doit être absolument maîtrisée en ce moment. J-2, très important de former les salariés aux nouvelles pratiques de vente. Donc, ça peut être des nouvelles pratiques techniques en ayant introduit de nouveaux moyens techniques de vente. Et ça peut être aussi un nouveau discours commercial. Pensez bien que l'argumentaire et que l'échange qui va se faire autour de cette technique, que ce soit de la vente à emporter, du takeaway, du click and collect ou même de la vente physique sur de la terrasse, il faut la repenser en l'état actuel, avec la distance. La grosse problématique qu'on a eu par exemple sur ces 3 derniers jours, ce sont par exemple des brasseries qui nous expliquent, voilà, je rouvre une terrasse avec des serveurs qui ont un masque, comment je refais du lien? Comment est-ce que j'arrive en portant un masque, en ne voyant que mes yeux, à être sympathique, aimable, affable avec mon client? Tout ça, ça se repense et ça se rediscute en équipe et ça se met en place. Et enfin, J-1, ne pas hésiter à faire de la mise en place. Et si vous lancez des nouvelles techniques, aussi simples qu'elles peuvent être, même si c'est une réadaptation en interne de vos procédés de vente, testez-le. Testez-le, faites-vous un moment pour essayer, pour faire un service à blanc, même s'il y a une envie d'ouvrir au plus vite et au plus rapidement, prenez le temps, même si c'est 3 commandes, de vérifier que tout fonctionne, de vérifier que l'emplacement de vos emballages sont cohérents, de vérifier que les places sortent aux bons endroits au bon moment, que le positionnement de chaque équipier ou de chaque employé a un vrai sens et vous allez voir, vous allez avoir des correctifs à faire. Donc voilà, si vous êtes déjà ouvert, faites-le par atelier. Prenez-vous 2 heures pour revoir tout l'établissement et faire un tour avec vos équipes et voir les zones. Prenez-vous 2 heures pour faire un petit débrief sur les premiers retours sur ces nouvelles techniques de vente. Prenez-vous 1 heure pour faire un point sur les nouveaux canaux et sur un test sur les cas particuliers auxquels vous n'auriez pas pensé. Mais prenez le temps de verrouiller au maximum ces 4 grands points qui peuvent être, s'ils ne sont pas maîtrisés, assez problématiques et rendre une ouverture un peu douloureuse. Oui. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que les nouveaux canaux de vente, on sait qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui ont démarré la vente à emporter pendant la crise. Voilà, confronter, enfin en tout cas conserver cette vente à emporter lors de la réouverture, c'est aussi du boulot et c'est nouveau. D'où l'importance voilà, de former son équipe à ce double usage. Peut-être d'ailleurs, j'ai vu des restaurateurs qui avaient fait ça, limiter un peu les stocks sur la vente emportée la première semaine de réouverture pour pas voilà, se faire trop mal non plus, parce que vos clients risquent d'être au rendez-vous. Donc, au moins essayer d'essayer de se protéger un peu là-dessus. Et puis réajuster toujours dans cette idée d'analyser et de réajuster en fonction des résultats.
si jamais on sent qu'on arrive à le faire. Et voilà. Mais c'est très important de préparer tout ça, tous ces terrains, notamment quand on met en place des nouveaux canaux. Voilà. Alors justement, oui, Ouais. effectivement, tu parlais de, excuse-moi, tu parlais de nouveaux canaux, donc tu parles de Ouais. vente à emporter, de click and collect, donc de tous ces nouveaux moyens de commande, enfin tous ces nouveaux modes de consommation, pardon, digitaux qui ont été introduits. Donc, je pense que là aussi, enfin, il y a une vraie nécessité, enfin, comme que je vais te laisser en parler un peu plus, mais donc du coup de mettre, de vraiment vérifier à ce que son identité en ligne soit à jour, parce que c'est vraiment Ouais, ça mais aussi qui va être déterminant. ouais, mais c'est ça, mais c'est pour faire pour prendre la suite un peu de ce rétro-planning d'ouverture, c'est bien de penser du coup à toute sa visibilité sur place et à sa préparation de salle et des équipes. Mais ce qui est aussi très important et de plus en plus suite à cette crise qui a quand même accéléré sur les usages digitaux, c'est d'optimiser aussi votre visibilité en ligne. De plus en plus, les clients vous recherchent sur Internet. Donc n'oubliez pas, avant cette réouverture, s'il vous plaît, de mettre à jour. Ce sont des conseils qui peuvent paraître un peu bêtes, mais on n'y pense pas forcément quand on est dans le jus d'une réouverture. Mettez à jour vos horaires, mettez à jour vos attributs, vos types de vente. Si vous avez lancé la vente à emporter, vérifiez bien que c'est bien listé et ajouté sur tous vos points de contact. Par point de contact, j'entends bien le site internet, la page Facebook, la page Instagram également. Voilà, donc il y a tout ça, ce sont la page Google aussi que vous pouvez voir sur la slide qui est diffusée. N'oubliez pas de mettre à jour les horaires, le plus important bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Donc mettez les liens et donnez une accessibilité à vos canaux de vente en ligne, vos canaux de réservation aussi, si vous les avez changés par de la vente en ligne pendant la crise, pensez bien à les remettre aussi. Voilà, c'est tout ça, ce sont des bons conseils qui permettent naturellement de réussir sa réouverture. Ok. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la vente à emporter, justement, sur la carte spécifique à emporter? Bien sûr, donc bon, bah, la vente à emporter, hein, le sujet, je pense que tout le monde le connaît maintenant et ça s'est imposé comme un must-have chez les restaurateurs. Voilà, nous on recommande aujourd'hui chez Tasty Cloud et c'est notre accompagnement, mais on recommande vraiment fortement euh, à tous les restaurateurs, notamment en zone urbaine, mais même en province, de s'équiper de son propre outil de vente en ligne. Pourquoi? Bah parce que un outil propre, un canal propre de vente en ligne, ça vous permet de reprendre la main sur des marges qui aujourd'hui peuvent être un peu outrepassé quand on passe par des partenaires, des marketplaces. Donc, la restauration connectée, enfin, la restauration est de plus en plus connectée aujourd'hui. Ça va être très important avant cette réouverture, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous équiper de votre propre outil. Ça vous permettra de reprendre la main sur les ventes réalisées en ligne, de créer aussi évidemment, de développer une nouvelle clientèle, de créer un fichier client notamment, que des bonnes infos, que des bons conseils que je pourrais vous donner. Après une crise comme celle-ci, on ne peut plus mettre de côté cet équipement pour un restaurateur. Donc n'oubliez pas, bien sûr, d'intégrer cet outil sur tous vos points de contact, mais surtout, optez pour un outil qui vous permette de diffuser votre offre en ligne. Très important, quelques conseils sur comment choisir son outil, parce qu'on voit beaucoup d'offres et il y a plein de choses. Il y a d'ailleurs des offres qui sont créées depuis 1 ou 2 mois, on en voit de plus en plus. Euh, c'est très important. Moi, j'irai en 3 points. Il faut que votre outil vous permette d'être autonome. Il faut que vous puissiez mettre à jour votre carte en un clic, une rupture de stock. Un fournisseur qui n'est pas là, par exemple, on peut désactiver le produit. Qui vous permettent d'animer et de constituer un fichier client et de l'animer, récupérer une base de données, pouvoir lui envoyer des informations quand vous mettez une nouvelle carte. Tout ça sont des très bons conseils qui vous permettront à l'avenir d'augmenter vos ventes via ce canal. Et évidemment aussi, opter pour un outil qui n'est pas une application, mais qui peut être intégré sur tous vos points de contact. Je le répète, mais c'est très important. Aujourd'hui, on vous cherche en ligne. Si vous proposez à vos clients qui vous cherchent un menu avec une possibilité de commande, vous aurez gagné. Voilà. D'un point de vue sur la partie carte vente à emporter, on en a un peu parlé avec Adrien, mais ça va être très important de minimiser l'offre, de la réduire à une offre qui soit compacte et de qualité. Je reparle un peu de ces fameux produits phares, mais en tout cas, voilà, il va falloir optimiser et capitaliser sur ces produits à forte marge. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un outil de vente à emporter, c'est censé vous permettre de faire de la marge. Vous n'avez pas de service en salle à faire. Pour autant, il y a une partie gestion, mais profitez-en pour justement combler un peu le taux d'occupation de salle qui va être un peu modéré ou qui ne va pas exister quand je parle aux restaurateurs qui se trouvent en Ile-de-France. Donc, ça vous permet vraiment de faire un complément d'activité très important. Enrichissez aussi votre carte d'information sur vos produits.
Vous avez là, par exemple, sous les yeux, un exemple de menu à emporter TestiCloud. L'outil a été fait de manière à ce que vous puissiez mettre en avant des infos et de la transparence alimentaire. Donc, ça commence par la photo du plat, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des informations sur la traçabilité. Ça vous permet aussi de nommer un producteur, d'identifier un produit qui peut être local, un produit qui peut contenir du gluten. Voilà, toutes ces infos qui vont être encore attendues par vos clients à la reprise. On l'a vu, c'est parmi les attentes des consommateurs français. Cet outil de vente à emporter peut aussi, bien que vous ayez une carte courte, vous permettre de développer un complément de vente. Par complément de vente, j'entends peut-être un coin épicerie. On a vu beaucoup de restaurateurs clients qui ont développé, qui ont mobilisé un coin épicerie. Ça leur a permis de faire quelques ventes supplémentaires. C'est toujours ça de prix. Donc, n'hésitez pas, surtout quand on sait aujourd'hui qu'il y a aussi un regain de cuisine chez les consommateurs. Donc, allez dans leur sens. Voilà, une fois que votre carte est prête, surtout communiquez partout en ligne, mais aussi sur place. Un ticket de caisse, une carte de visite, un petit flyer. Tout ça, ce sont des bons moyens de partager le mot et de présenter cet outil de commande en ligne. Et pour faciliter du coup un acte d'achat, ce qu'on invite à faire et ce qu'on met en place avec nos clients aussi, c'est souvent des petites promotions pour la réouverture. Ça peut paraître un peu inattendu, mais un petit 10% de remise pour inviter à revenir dans le restaurant, ce sont des bons moyens de fidéliser et de renouer le contact. Donc voilà, c'est tous ces conseils que je donnerais pour tous ceux qui n'auraient pas encore fait le pas de la vente à emporter ou qui souhaiteraient améliorer ce qu'ils font déjà. Ok, super, merci beaucoup Martin. Donc du coup maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc les plats phares sont identifiés, la vente à emporter a été faite, les équipes sont briefées. C'est le moment où on peut vraiment se lancer. Donc on passe à la partie ouverture, donc vraiment le moment où c'est reparti. Donc avant toute chose, justement, au niveau de la réouverture, comment est-ce qu'on fait pour l'annoncer? Il faut en faire quelque chose, il faut en faire un vrai événement, il faut en faire une vraie célébration. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ça alors du coup, Adrien? Martin, pardon, excuse-moi. Adrien, bon, on va y aller ensemble. La réouverture, les deux, hein, mais bon. Ouais, la réouverture, c'est un grand moment. C'est un moment qu'on attend depuis la fermeture. Donc, il faut le fêter. Donc, la réouverture, ça s'annonce sur les réseaux sociaux, toujours sur les communautés, sur vos fichiers mail si vous pouvez, et éventuellement SMS. Une étude récente de NPD qui dit aussi que les Français vont privilégier le retour dans les restaurants qu'ils connaissent. Pourquoi? Tout simplement pour ce côté réassurant. Voilà, je sais où je vais et j'ai confiance en mon restaurateur. N'hésitez pas à communiquer auprès de vos clients sur cette réouverture. On l'a vu, tous les restaurateurs n'ont pas rouvert le 2 juin pour différentes raisons. Donc, annoncez votre réouverture clairement et invitez vos clients à revenir. Vous pouvez mettre en place un menu, peut-être une offre particulière ou une coupe de champagne à prix réduit. Enfin voilà, faites-en une fête parce que c'en est une. Et ça permettra aussi de créer un peu plus de chaleur quand on sait que l'accueil se fera avec un masque. Voilà. Si vous avez de nouveaux produits, pareil, vous pouvez profiter de cet événement pour présenter ces fameux nouveaux produits. Voilà. Après, ce qu'on a vu aussi chez certains de nos clients, c'est un petit budget pour faire de la publicité sur la semaine qui suit la réouverture. Je dis bien sûr petit budget parce que je sais que l'heure n'est pas forcément aux dépenses publicitaires, mais pour autant, il ne faut pas négliger ces investissements qui, à moindre coût, on parle de 30, 50 euros, peuvent permettre de passer le message dans une zone locale. Donc, vous avez un restaurant, allez, je vais dire dans le 11e arrondissement de Paris, annoncer votre réouverture sur Facebook avec une petite publicité et un petit budget vous permettra, je vous assure, d'avoir des réservations. Donc, moi, c'est aussi des conseils que je donne aux restaurateurs. Très bien, merci. Et du coup, Adrien, est-ce que tu peux toi nous parler un petit peu plus de la communication sur place en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment de tout ce qui est là la réouverture. Tout à fait d'accord avec Martin déjà sur tout ce qui vient de dit. L'importance en effet de peut-être faire une offre d'ouverture. Je dirais juste que le kir suffirait par rapport à la petite coupe de champagne. Martin, tu as un peu des goûts de luxe et ça va coûter cher au restaurateur, c'est pas Ça sympa. faisait longtemps, ça faisait longtemps. Mais On voit un les choses en grand. cocktail à muscadet bien mené et elle sera largement suffisant pour fêter ça Je suis correctement. d'accord. Non, Bien d'accord. plus sérieusement, ce qui est important et ce qui est un peu le drame là qu'on peut voir en réouverture, c'est le nombre de restaurants qui ont réouvert, notamment avant la réouverture des terrasses et pour ceux qui n'ont pas encore de terrasse, donc qui sont réouverts en vente à emporter, qui sont réouverts en livraison. Et quand on passe devant, on a l'impression que c'est porte close complètement fermée, avec une petite affiche très simple, très sobre, voire cachée dans un coin devant une porte fermée, écrit livraison, ça n'est pas engageant. Donc, ce qui est important, c'est de la créer physiquement, cette réouverture. Il faut qu'on sente que les portes sont rouvertes. Il faut qu'on sente qu'on est le bienvenu, qu'on n'est pas là pour déranger.
De la même manière, le serveur assis sur le trottoir, sur sa chaise, devant sa pancarte de midi à 14 h, ce n'est pas forcément ce qu'il y a aussi de plus engageant. Donc, il y a une certaine mise en scène à faire et il faut penser l'espace par rapport à ça. De la même manière, il faut aussi penser l'espace de la vente à emporter parce que là, on l'a vu déjà, nous, au niveau de la réouverture des terrasses, énormément de restaurants qui avaient rouvert en vente à emporter ont une vraie problématique en se disant « Ok, j'avais créé un chemin qui marchait en vente à emporter, il ne marche plus quand j'accueille des clients en terrasse parce que je rajoute du service sur place et que les chemins que j'avais créés se mélangent, se confondent et ça devient le bazar. » Donc, ces logiques-là, elles sont très simples quand avant crise, vous aviez déjà des chemins de livraison, des comptoirs, des endroits spécifiques, même en click and collect prévus pour ça. Adapter une offre plus interne de click and collect ou de vente à emporter est très facilement faisable. Mais si le lieu n'est pas pensé d'un point de vue spatial pour ça, c'est la première étape. C'est de montrer qu'il est ouvert et de montrer qu'il est adapté et que quand on aura passé pour la zone orange, je me perds dans les couleurs à force, pour la zone orange le 22 juin, qu'on puisse continuer ce flux parce que si c'est pour cartonner 15 jours et se retrouver sur une situation bloquante au 22, on est mal barré. Donc, vraiment, pensez d'abord spatialement votre établissement dès maintenant dans sa globalité. Ne le faites pas dans une version dégradée de l'établissement. C'est la première chose à faire si on veut vraiment faire vivre le lieu et communiquer une réouverture. C'est la manière la plus simple. Après, il y a le menu. En effet, il va être aussi très important. Il faut travailler sur le corps du menu. Il doit être visible et il faut travailler sur sa valorisation, elle aussi, tant dans le texte et dans le menu que dans l'espace. Mettez en avant vos produits qui peuvent l'être. Tout n'a pas à être caché dans le fin fond des frigos. Mettez en avant votre offre dessert. Vous avez une offre de boisson, rendez-la jolie, mettez-la à côté de votre serveur qui va livrer les sacs et qu'on puisse voir ce que vous proposez dans son ensemble au maximum. Et enfin, si vous faites des relances, comme on disait, de nouveaux plats par la saisonnalité ou par la rectification des cartes, faites en sorte que le discours commercial de vos serveurs soit maîtrisé, qu'ils maîtrisent parfaitement le plat. Ça veut dire déjà, étape 1 qui est souvent oubliée, qu'il connaît ce qu'il y a dans le plat, qu'il l'a au moins goûté une fois. Commencez par ça et qu'il sache ensuite en discuter, en parler, l'évoquer de manière pas forcément en liste de produits, mais d'un point de vue émotionnel, avoir un vrai discours sur ce qu'est la force de vente, l'argumentaire de vente. C'est le moment ou jamais vraiment d'attaquer là-dessus et c'est souvent quelque chose qui est un peu laissé de côté en restauration. Si on veut vraiment mettre en avant cette réouverture, c'est aussi par l'humain, c'est les premiers ambassadeurs de cette réouverture. Donc le spatial et l'humain à mettre au cœur de cette organisation du pendant et c'est ce qu'il faut contrôler au maximum. Ok. Est-ce que tu as un exemple justement de discours commercial vraiment très fort et qui serait vraiment très engageant, si je puis dire? Clairement, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que si vous sortez une nouvelle salade pour l'été, ne faites pas en sorte que sur votre menu, qu'il soit digital ou physique, peu importe, que le menu ne fasse que décrire la succession des ingrédients qui vont se trouver dedans. Ça ne parle pas, ça fait pure composition. Soyez dans le vocabulaire amélioratif, un peu émotionnel, un peu sur les forces ou, à l'inverse, sur le bien-être, sur le côté apport que peut avoir ce plat. Offrez autre chose que des ingrédients composés ensemble. Et c'est un peu le défaut qu'on a sur les offres un peu en ce moment de restauration. Celles qui s'en sortent, c'est celles qui vont vendre un univers avec, que ce soit une nationalité avec un produit phare d'un pays qui va être très mis en avant avec tout l'univers de ce pays qui est englobé avec, que ce soit sur un type de produit un peu plus celle-ci. Ces choses-là, ces offres-là, elles sont très fortes parce qu'elles portent avec elles un ensemble de valeurs qui sont très pertinentes. Ça, vous devez réussir, comme on dit en revenant à une sincérité, une lisibilité de l'offre, à mettre en avant vos arguments forts. Et ces arguments forts, ils doivent tant passer par le menu que par le discours de vos serveurs. Il faut arriver à redonner du plaisir. J'ai envie de compléter tes mots, Adrien, parce que c'est très important. Si on retourne au restaurant, c'est aussi pour retrouver justement ce plaisir, que ce soit dans le service, mais aussi dans l'offre. Après 2 mois et demi chez soi, je pense que c'est important d'accueillir ses clients avec chaleureusement et avec une offre de qualité. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Les restaurateurs qui font la différence, c'est ceux qui arrivent à présenter une offre lisible et qui proposait du goût, proposait du plaisir en bouche, quoi. Donc ça passe par la description, ça passe par un vrai univers, effectivement, ça passe par une vraie offre de restauration, finalement. Totalement. Et justement, alors Martin, est-ce que tu veux aller un petit peu plus loin sur l'expérience en salle, en fait, sur vraiment comment est-ce qu'on fait pour offrir aux clients une expérience à la fois efficace et en même temps rassurante, justement? Oui, alors il y a plusieurs choses. Alors bon, moi je vais surtout parler du menu digital, même s'il n'y a pas que ça, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que on l'a vu, l'ardoise peut être un bon moyen pour la réouverture
je dirais, de proposer une solution à ses clients dans un premier temps. Maintenant, pour ce qui est du menu digital, voilà, moi ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu, les clients vont être un peu frileux, opter pour une solution qui peut permettre vraiment de répondre un peu à ces freins, de contrer ces freins. Et bah, évidemment, le menu digital peut contribuer à cela. On a beaucoup installé chez nos restaurateurs des menus QR code. Ça fonctionne bien et ça a le mérite d'enrichir l'expérience. Donc le menu QR code, c'est quoi? C'est un menu qui permet en un scan, en un flash on ouvre l'appareil photo de son téléphone, on le place devant le QR code et on accède immédiatement au menu. Donc après, pour parler de la carte, pour revenir sur ce qui a été dit, mais c'est très important et ça peut se répéter, il va falloir faire attention à ce que la carte soit la plus enrichie possible, à commencer par une photo du plat et des informations sur le produit. Alors attention, une carte comme ça, un menu QR code, il n'est pas censé remplacer le serveur, loin de là. Au contraire, d'autant plus qu'à la réouverture des restaurants, ce qu'on vient chercher, c'est aussi ce fameux contact avec le serveur qui a été trop longtemps oublié. Donc l'idée, c'est juste de faire gagner du temps à vos serveurs, surtout dans ces premiers mois qui vont être plutôt lourds en termes de service avec tous les gestes barrières qui vont devoir être effectués. Donc c'est aussi leur faire gagner du temps là-dessus et proposer un service qui soit à la fois réactif, de qualité et qui reste humain. Donc voilà. Deuxième atout aussi de ce type de carte, c'est bien évidemment de pouvoir être actif dans la mise à jour du menu. Une réouverture qui se passe un peu trop bien avec beaucoup de monde, des stocks qui partent plus vite que prévu, hop, une rupture de stock, on met le produit, on enlève le produit, on le met en victime de son succès et le tour est joué. Donc voilà, donc ça, niveau expérience client, c'est quand même ce qu'on recommande lors d'une réouverture et c'est une solution qui est pas forcément très coûteuse et qui peut bien fonctionner. Au-delà de ça, évidemment, ce type de menu peut aussi faciliter l'augmentation du ticket moyen par des billets qui sont à la recommandation des produits, des promotions en temps réel. Par exemple, souvent, on met en place des happy hours qui se mettent automatiquement à jour. Donc, si un client vient dans votre restaurant entre 16h et 18h et qui scanne le fameux QR code, et ben, il y a une pop-up qui apparaît avec l'happy hour du moment. Bon, bah, c'est aussi des bonnes manières de contrer un peu ces premiers mois, là où la carte papier n'est pas forcément disponible. Donc voilà, c'est ce qu'on recommande beaucoup aux restaurants en ce moment. Après, bien évidemment, et donc ça reprend un peu ce qui avait été dit tout à l'heure, mais il va être important de penser à comment travailler l'expérience client avec le serveur et comment faire pour que vos serveurs restent présents malgré les différentes barrières, que ce soit le masque ou la distance sociale. Voilà. Et d'ailleurs, un point sur la distance sociale, pour être allé au restaurant hier et avant-hier, il faut dire à quel point ça me manquait. C'est vrai que c'était appréciable d'être dans un restaurant qui avait bien respecté les distances. N'hésitez pas à faire un peu plus de distance si possible. Je dis pas le double, mais tout de suite, quand on s'installe dans un restaurant qui a bien pris en considération ces mesures, on s'y sent bien, on n'a pas de mal à le recommander, à y retourner. Donc c'est des petits détails qui font la différence aussi. Voilà. Ok, super, merci. Il y a un point qui est intéressant, Aurélien, aussi, que j'ai envie de dire aujourd'hui. Alors, je pense qu'on a principalement des restaurateurs traditionnels, mais sur des hôteliers, il y a un sujet aussi sur des hôteliers qui vont potentiellement rouvrir bientôt, je l'espère. Il y a un potentiel aussi sur ce fameux menu QR code qui peut permettre aussi de faire monter l'offre de restauration en chambre. Donc, un QR code glissé dans la chambre, hop, pour accès au room service. Tout ça sont des bonnes méthodes aussi et des choses qu'on installe en ce moment. Et voilà, je voulais le communiquer parce que je pense que c'est vraiment des choses à avoir en tête. Ok, super. Merci beaucoup, Martin, pour cette intervention. Du coup, pour résumer un petit peu tout ce qui a été dit en matière de parcours client, en matière d'expérience client, Adrien, je vais te laisser parler de cette magnifique pyramide que tu nous as préparée. Ouais, je suis très bon en pyramide. Non, mais peu importe la pyramide, en vrai, ce qui est important dans ce visuel-là et ce qu'il faut comprendre, c'est que rendre son restaurant sécuritaire, c'est même pas un niveau de la pyramide, c'est le niveau 0. C'est-à-dire que ça n'entre pas dans le parcours client, c'est un obligatoire. C'est-à-dire que c'est même pas ce qui va faire la différence dans le choix du client, c'est que c'est un impératif. Ça va être rédhibitoire autrement. De la même manière, tout ce que Martin nous évoque, ça va permettre d'aider de passer ce niveau 1 dans le sens où on le sait qu'on a des choses qui vont être rajoutées. On a un parcours sanitaire, on a des difficultés d'approvisionnement, on a de la production à relancer. Donc, limiter les efforts, ça passe aussi en effet par dès ce niveau 1, par repenser ce parcours client pour le rendre à nouveau
le plus simple possible et limiter les efforts. Quand j'entends limiter les efforts, on est bien d'accord, je parle des efforts du client. Les efforts du salarié ou les efforts du gérant, c'est autre chose. Mais lui, ce qui va permettre de faire son choix, c'est ça. C'est est-ce que quand je viens, je peux facilement rentrer dans un échange, rentrer dans quelque chose sans avoir des difficultés de compréhension, des difficultés d'ordre technique, des difficultés de maîtrise du sujet et du chemin à suivre, des difficultés dans vraiment la maîtrise de ce moment d'échange. Deuxième moment important, apporter la satisfaction. Et là-dessus, soyez très vigilants aussi. Ne vous dites pas que c'est parce que vous avez limité l'effort de votre client qu'il est satisfait. Encore une fois, il nous manque une étape là-dessus. Et arriver à la satisfaction, arriver à la porter, c'est tout ce dialogue qu'on a dit avec le client, c'est une maîtrise de la qualité. On ne peut pas se justifier en ce moment, et c'est malheureusement ce que j'entends parfois chez les gérants qui se disent, bon, on rouvre, ils seront un peu moins regardants. Mais non, c'est pas un bon discours. On l'entend ça en ce moment, on l'entend beaucoup. On peut jouer là-dessus, on va se dire que ça va passer. Mais non, justement, c'est pas un moment où on peut se dire ça. Il faut que la qualité et la satisfaction, c'est pour ça qu'on parlait de réduction de cartes, c'est pour ça qu'on vous parlait de relance en amont des équipes, elle doit être directe, elle doit être immédiate. Parce que ce que revient chercher le client, c'est ça, c'est un moment où il est satisfait de son expérience. S'il n'a pas ça, peu importe tous les efforts que vous avez fait avant, ils ne seront pas pris en compte. Et le troisième niveau à atteindre, les niveaux supplémentaires, c'est du bonus, ça c'est cadeau, c'est si vous y arrivez, c'est génial, vous êtes les meilleurs. Mais si vous arrivez à atteindre le niveau 3 qui est de permettre un échange, on vient de tous passer 3 mois confinés sans parler à personne. Donc si on arrive à profiter de ce moment de gastronomie pour créer de l'échange, pour créer du lien, là vous rajoutez de la plus-value à votre offre commerciale qui est x100. Vous rapportez quelque chose qui est hyper important et hyper pertinent. Et ça, je ne parle pas que des terrasses qui rouvrent, je ne parle pas que d'imaginer la réouverture plus tard. Ça passe aussi dans une opération de click and collect. J'en vois qui vont se dire, j'ai la technique, donc hop, je prends mon numéro de commande, je l'envoie, merci, au revoir, vous avez déjà payé. C'est la pire chose à faire. Profitez d'avoir simplifié ce moment qui est très technique d'échange de monnaie, de prise de commande, pour passer à cet échange. Et là-dessus, c'est très important de sonder ces salariés, de voir quelque chose qui est aussi parfois manquant en restauration, d'avoir des salariés qui aiment les gens. Ça paraît bête ce que je dis, mais ça s'éduque, ça aussi, ça se forme de faire en sorte que un serveur, il est là aussi pour profiter de cet échange et qu'il y gagne autant que le client. Et c'est là que l'échange devient sincère et que vraiment il a une force énorme. Et dès lors, votre offre même de restauration gagne en force et en valeur de manière exponentielle. Tout ce qui va être après permettre une évasion, donc sortir de son cadre de chez soi, ça peut aussi marcher en vendant portée. Si je vends un concept, si je vends quelque chose qui va avec, j'ai vu quelques restaurants par exemple qui étaient très climatisés et qui, quand ils envoyaient leur plan en portée, mettaient en ligne par exemple la playlist qui correspondait à la soirée et qui faisait, je faisais une soirée africaine ou je faisais une soirée complètement déjantée qui sortait complètement de mon quotidien. L'évasion, c'est ça, c'est l'offre qu'on me propose me permet de sortir de mon quotidien et rendre meilleur. Alors là, on est encore dans autre chose, on est vraiment dans les cas d'offres qui sont dans elle m'évertue, elle parle à mon éthique, elle parle à mes valeurs, elle parle à ce que je ressens. Mais déjà, pensez bien, s'il y a une chose à retenir, être sécuritaire, c'est pas un niveau, c'est le zéro, c'est le basique. Limiter les efforts, indispensable et pas si simple en ce moment avec ce qu'on vous rajoute comme couche supplémentaire. Apporter la satisfaction à atteindre absolument, à sonder, à être certain, sinon votre offre, elle n'a aucune valeur et permet de l'échange. Là, c'est l'explosion de votre offre et c'est là que vous êtes vraiment gagnant et que vous allez avoir un vrai retour des clientèles. Ouais, complètement. Mais moi, elle est super cette pyramide. Du coup, je l'ai découvert en live, Adrien. Elle est super. Non, mais alors, pour la première base, le socle, le protocole sanitaire, suivez-le à 200%. C'est comme ça qu'on va s'en sortir le plus vite. Donc ça, voilà, ça c'est le premier message. Attention, soyons sérieux là-dessus et on a tous envie de très rapidement retrouver une restauration normale. Après, concernant ce que tu disais sur l'évasion et l'échange, je dis oui à 200%. Ajouter un petit plus, et je le répète, par exemple sur un click and collect, un petit mot dans le sac ou un petit plus, ça peut être de plein de façons différentes. C'est comme ça que vous faites la différence aussi. Et un échange, quand on se rend au restaurant, quand on se re-rend au restaurant après 2 mois d'arrêt, pareil, on a envie d'avoir un serveur qui a de l'empathie, qui amène un peu de joie. Voilà, c'est très important. C'est très, très important. Super, écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour cette petite discussion autour de cette magnifique pyramide. Du coup, voilà, maintenant, pour passer la suite, donc maintenant qu'on a préparé l'ouverture, qu'on a ouvert, qu'on a adapté l'offre, qu'on a fait vivre le lieu, qu'on a fait tout ça,
Maintenant, on va passer à la partie adaptation, la partie après, en quelque sorte, même s'il n'y a pas vraiment d'après, parce qu'on est un peu toujours dans le pendant, mais disons la partie correction et analyse. Donc, du coup, là maintenant, une fois qu'on a déployé tous ces moyens et qu'on a donc réouvert, comment est-ce qu'on peut faire une analyse efficace? Donc, quels sont d'abord j'ai envie de commencer par quels sont vraiment les critères principaux, les principaux ratios et chiffres qu'il faut analyser. Donc, Adrien, je te pose la question en premier, parce que c'est toi qui es l'expert de ça. Oui, parce que là, on est tout mignon à expliquer qu'il fallait rendre les clients heureux, mais si on pouvait gagner de l'argent en même temps, ça serait pas mal et ça serait plutôt sympathique pour une réouverture. Non, ce qui est important vraiment dans un moment aussi complexe que celui qu'on vit, c'est d'avoir une maîtrise quasi quotidienne de mon analyse financière. Vraiment, une analyse très simple, hein. Je vous dis pas qu'il faut vous transformer en comptable et passer des nuits à faire vos caisses. Je vous dis juste qu'il faut avoir une vision et une visibilité sur votre chiffre d'affaires, vos achats, votre masse salariale. Et pour ceux qui fonctionnent beaucoup avec, par exemple, des prestataires de plateformes de livraison, tout ce qui peut être aussi commission, qui à certains niveaux peut aussi prendre une part bien plus grande que ce qui était prévu au début et qui peut rendre un exercice déficitaire. Donc soyez un peu vigilant là-dessus, qui est un des derniers niveaux à bien regarder, un des derniers voyants à avoir en ce moment. Ayez simplement ce tableau d'analyse très simple et essayez de le remplir, quitte à avoir que 4 chiffres, mais assez quotidiennement pour pouvoir être assez réactif. Les données analysées, je vous les ai données. Vous allez les retrouver pour la plupart dans vos caisses, dans un suivi de facture ou un suivi de bon de livraison de manière très simple. Et pour tout ce qui est masse salariale, dans un outil comme Snapshift à tout hasard, qui peut tout à fait servir à ça. L'intérêt, c'est vraiment, je ne sais pas, il m'est venu comme ça en tête. Je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais j'en ai déjà entendu parler. C'est très sympa. Comment définir par contre? Cela dit, une fois que j'ai réussi à rassembler mes chiffres et à voir si ça fonctionnait et si j'arrive à avoir cette analyse, à quel moment je me dis je suis bon ou je ne suis pas bon? Je suis satisfait ou je ne le suis pas? Ce qui est important, comme on est sur un énorme point d'interrogation sur le chiffre d'affaires, même des prochaines semaines, personne ne peut prédire ce qui va se passer dans les prochaines semaines en termes d'évolution de commandes, d'évolution de surplace, d'évolution des terrasses. Là, on a déjà pris de la pluie sur Paris et même sur la plupart de la France. Et les terrasses qu'on sentait hyper ambitieuses, aujourd'hui, elles font un petit coup, un petit peu la gueule. Donc, on est vraiment dans l'expectative totale du chiffre. Donc, partons de l'inverse. Partons de mes charges. Je suis restaurateur, je vois ce que j'ai besoin, quoi qu'il en soit, et ce que m'a coûté même les périodes creuses qu'était le confinement où il n'y a eu aucune activité. À partir de là, je vois ce que je dois laisser comme résultat une fois que j'ai enlevé mes variables, c'est-à-dire de mon chiffre d'affaires, une fois que j'ai retiré mes achats, ma masse salariale, il faut que j'ai de quoi assumer ces charges fixes. Donc, il faut que je parte de cet exercice-là, que je maîtrise mes grosses dépenses que sont achats et masse salariale, que je leur donne un objectif en pourcentage de chiffre d'affaires et que je vois à partir de là à quel moment, une fois que j'ai soustrait à chiffre d'affaires ces deux gros pôles de dépenses, j'ai ce qu'il me faut, je suis dans une situation satisfaisante pour payer les charges fixes ou pas. Et ensuite, ce qui est important aussi dans cet exercice de maîtrise de l'analyse, le plus souvent possible, idéalement au quotidien, au moins sur ces 4 chiffres-là, c'est de le communiquer. Le gardez pas pour vous, surtout les gérants indépendants. Avoir des chiffres, c'est bien. Que vos salariés soient au courant de la situation, même en réouverture, c'est mieux. Je vous dis pas qu'il faut leur transmettre l'intégralité du bilan comptable. Je leur dis qu'il faut leur transmettre l'idée que ce service, il était satisfaisant d'un point de vue économique ou pas. Souvent, on leur dit de manière qualitative, on est content de la réception client ou non, mais aussi d'un point de vue économique. Est-ce que ce service-là, il était peut-être bien d'un point de vue qualitatif, mais on était 28 serveurs pour 4 tables, donc d'un point de vue économique, il est nul. Il est nul. Donc c'est là-dessus qu'il faut aussi communiquer, qu'ils aient un ressenti et qu'ils soient embarqués dans l'aventure économique aussi, qu'ils se rendent compte d'à quel point on est satisfait ou pas. Dès que vous les aurez embarqués, même dans la communication de ces chiffres, ce sera beaucoup plus simple d'apporter les actions correctives qui sont alliées à cette analyse. Eh ben, justement, écoute, tu m'ôtes précisément les mots de la bouche. J'allais te dire, bon, bah, du coup, à partir du moment où on a identifié quelles étaient, ce qu'il fallait améliorer, comment est-ce qu'on met en place des actions correctives et surtout, quelles sont ces actions correctives? Et tu vois, on est connecté sur l'idée de voilà, une action corrective Incroyable, directement. C'est impressionnant. Non, mais alors, incroyable. très honnêtement, comme on l'a dit, l'action corrective sur le chiffre, elle est complexe puisqu'on ne sait même pas à quoi il ressemble. Donc, étant donné que c'est un tel point d'interrogation, le maîtriser et mettre en place une stratégie chiffrée, hormis tout ce qu'on vient d'expliquer jusque-là, qui peut être une vraie politique de relance et qui doit être perçue comme telle. On n'est rien pas dans l'idée de limiter l'offre, de la diminuer, de la recadrer. On est dans une idée de relance, de remettre en avant l'offre du restaurant. Mais au-delà de ça, c'est vraiment sur ces deux gros vecteurs de dépenses que sont la masse d'achat et la masse salariale qu'on peut avoir une action rapide.
Pour ça, dès qu'on voit qu'on va avoir une masse d'achat trop grande, il va falloir peut-être revoir ses commandes. Il va falloir inventoriser son stock, voir s'il est pertinent et voir combien de jours de production, par exemple, j'ai d'avance. Revoir dans ce sens-là. Ça peut être aussi, et c'est l'intérêt d'avoir une carte réduite, une remodélisation en flux tendu aussi de l'offre de la carte. Si j'ai un plat qui représente des achats coûteux mais qui ne se vend pas, il n'a pas forcément une nécessité dans une carte d'ouverture ou de réouverture. Il reviendra peut-être plus tard ou il est peut-être à être remplacé par quelque chose de plus simple. Donc, il faut que vous soyez le plus malléable possible au niveau de votre offre et au niveau de vos achats. N'hésitez pas aussi à faire jouer la concurrence et à aller voir différents acheteurs pour chaque produit, ayez différents fournisseurs. Jouez sur les cours. Les produits ont énormément de cours ces temps-ci. Les fruits et légumes qui commencent à retomber ont fait des hausses incroyables au mois de mars et notamment au mois d'avril sur certains. Tout le monde n'est pas au même niveau et jouez sur les cours, jouez sur les quantités. Ayez des commandes le plus flexibles possible. Au niveau des plannings, c'est la même chose. Regardez vos plannings en temps réel, essayez de définir comment est-ce que vous pouvez les remanier d'une semaine à l'autre. Ne vous dites surtout pas, j'ai fait mon planning d'ouverture, c'est bon, je suis reparti. C'est le moment où jamais on peut avoir de la flexibilité. D'autant plus qu'on a quand même un cadeau qui est sympa au niveau de la restauration, on a un chômage partiel qui peut être réutilisé encore dans les temps à venir, et rien n'empêche de jouer dessus. Soyez transparent avec vos équipes, c'est pour ça que je vous dis de communiquer avec elles sur les chiffres. Essayez de leur inculquer la notion économique de l'établissement et de les amener à leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'ils vont travailler telle période, pourquoi pas une autre, pourquoi est-ce qu'ils vont reprendre l'activité qu'à temps partiel. Et jouer là-dessus, c'est le moment ou jamais de profiter de ça, de revoir ses plannings. Enfin, pour ceux qui ne seraient pas encore en une situation d'ouverture et qui sont en train de la préparer, je vous invite même à faire ce travail en amont sans attendre les premières données de chiffres. Faites-vous des scénarios différents par palier, par tranche de 1 000 € de chiffre d'affaires, par tranche de 2 000 €, où vous dites pour chaque tranche, j'estime que je vais commander tant et j'estime que c'est tel planning qui fonctionne. Et dès lors, qu'est-ce qui va se passer? De 1, vous allez pouvoir répondre à tous les scénarios possibles, mais en plus, quand votre relance va se lancer, le jour où vous allez faire un plus 20% d'une semaine à une autre, votre planning il est déjà prêt. Vous savez déjà à quelle situation vous allez passer. Tout de suite, vous allez être avec différents scénarios qui vont non pas se choisir, mais se cumuler les uns les autres dans le temps. Et ça va être beaucoup plus simple de relancer et d'avoir une gestion au plus juste. Top. Merci. Décidément, c'est très complet. Merci beaucoup, Adrien. Donc, Martin, pour finir, je vais te laisser terminer parce que je vois que l'heure continue d'avancer. Donc, juste avant de poser vos questions, je vais te laisser parler du coup de comment est-ce qu'on fait pour tirer des conclusions et qu'on adapte son offre, tout simplement. Je vais donner quelques mots qui vont compléter un peu ce qu'a dit Adrien, mais sur la carte en ligne et comment on peut tirer des analyses et des conclusions de ce qui se passe sur cette fameuse carte en ligne. Alors, par carte en ligne, j'entends votre click and collect, par exemple, mais aussi pour ceux qui utiliseraient un menu digital pour la salle, cette carte en ligne-là. On donne accès à qui dit carte en ligne dit forcément données, analyse des données. Et c'est vrai que nous, on a tendance à donner accès à des tableaux de bord qui peuvent justement vous permettre de piloter tout ça. Comment on pilote une carte en salle, par exemple, qui serait digitale? Eh ben, on regarde tout simplement quels produits sont les plus vus. Parmi ces produits les plus vus, lesquels sont ajoutés au panier. Et on fait des ratios qui sont déjà faits pour se rendre compte un peu de la performance de ces produits. Un produit qui ne se vend pas, il peut être trop cher, il peut ne pas être bien positionné sur la carte, si on parle d'une carte digitale, ou il peut ne pas être adapté à la cible ou en tout cas au moment. À l'inverse, un produit qui se vend bien, il y a aussi des actions à itérer. Il peut être inséré dans des formules. Ça peut être l'occasion justement de créer les formules autour de ce produit-là. Il peut être décliné sous d'autres formes. Voilà, des formats un peu plus originaux, peut-être sur des temps courts. Vous pouvez pendant un mois lancer par exemple, si vous faites des pizzas, un plus petit format pour voir si cela peut fonctionner, par exemple. Et il peut aussi servir de mise en avant dans vos pubs ou dans votre communication. C'est quelque chose en plus qu'on conseille. Donc en tout cas, voilà, c'est ça aussi les avantages de ce type de solution, c'est qu'elles vous permettent de voir à travers les yeux de vos clients. Quand on parle du menu digital en salle, c'est quand même hyper performant. Et sur la commande en ligne, des mêmes idées qu'on retrouve, mais évidemment des statistiques qui vous permettent d'optimiser votre offre. Vous pouvez voir le jour qui fonctionne le mieux, là où il y a le plus de commandes, quel segment, ou en tout cas quel segment de la carte fonctionne le mieux. Si les entrées ne fonctionnent pas, peut-être mieux vaut-il les supprimer et les remplacer par autre chose. Enfin voilà, tout ça sont des bons indicateurs à suivre. Et pour revenir un peu sur l'idée de départ qui a été d'être transparent auprès de son équipe, pour moi, c'est aussi des indicateurs qui peuvent être suivis par l'opérationnel, par les managers,
où l'équipe, voilà, chacun aurait un rôle spécifique et pourrait suivre ça. Donc ça je pense que c'est des formations qui vont arriver dans pas longtemps dans la restauration, mais d'arriver je dirais, à suivre un peu ces outils de gestion, au même titre que peut l'être Snapshift, mais sur la carte pour arriver à l'optimiser. Voilà. Super, merci beaucoup Martin. Du coup, on arrive du coup à la fin de ce webinaire. Donc, on va passer maintenant à la partie questions-réponses. Donc, je vois qu'on a reçu quelques questions pendant notre discussion. Il est encore temps d'en poser si jamais vous en avez quelques-unes. La première question, alors je vais te la poser à toi Martin, mais bon, je cadre Adrien, si jamais tu veux rajouter un mot dessus, vas-y. Une question de Gilles qui demande, est-ce que vous considérez la vente sur plateforme de livraison comme un plan B? Moi, je considère la vente sur plateforme de livraison comme une partie prenante du chiffre d'affaires. Ce qu'on recommande aujourd'hui, le cercle vertueux qu'on propose aux restaurateurs de mettre en place, c'est d'être présent sur une plateforme de livraison, Deliveroo, Uber Eats pour en citer deux par exemple. Et derrière, le boulot, c'est d'aller récupérer cette clientèle qui n'est pas la vôtre, hein, qui est celle de Uber Eats ou de Deliveroo, c'est le business model, de la récupérer sur les prochaines commandes. Comment on fait ça? Comment on s'y prend? On glisse un petit flyer pour inviter à commander chez nous directement la prochaine fois, avec une petite remise de l'ordre de 10% ou pas forcément, hein, à vous de voir comment vous voulez faire. Et c'est comme ça que derrière, on essaye de transformer un client qui n'est pas le nôtre en notre client et qu'on s'enlève ces fameux 30 à 40% de commission. Ça, c'est le cercle vertueux qu'on propose et qu'on recommande à tout restaurateur. Voilà. Pour autant, notre discours n'est pas de dire arrêtez les plateformes de livraison. Non, ce serait une ineptie. Pourquoi? Parce que les plateformes de livraison apportent de l'attraction et en fonction de son restaurant, de la notoriété, de l'image de son restaurant, de là où il se situe, et surtout en ces temps de reprise où peut-être qu'avec le télétravail, on aura moins de clientèle de bureau, moins de clientèle de proximité, aux heures du déjeuner par exemple. On est très conscient de l'importance de ces plateformes, mais c'est indispensable d'avoir aussi son propre canal. Donc pour moi, pour répondre, je ne sais pas si ça répond à la question posée, mais c'est pas un plan B, c'est une partie prenante de votre restauration, au même titre que doit l'être votre propre click and collect désormais. Si je pourrais rajoute juste une petite info pour répondre aussi. Si c'est vos plans de lancement de la livraison, il ne peut pas se faire sans ce qu'on vient de dire sur l'analyse économique. Parce que quand sur un restaurant, on prend 35% de commission sur un prix de vente et que derrière, j'ai encore en moyenne 20-25% d'achat de masse salariale, 40% d'achat, 25%, 40% de masse salariale, il me reste zéro. Donc attention, la livraison, avec les commissions qu'il pratique en ce moment, peut être déficitaire. Donc oui, c'est en effet un canal intéressant en termes de visibilité et il peut être un indispensable, en effet, comme tu disais Martin, au niveau des zones et d'où je suis positionné totalement. Par contre, si c'est un lancement, faites votre analyse économique et fixez aussi vos prix de vente par rapport à cela. Là, c'est un impératif de santé économique. Ouais. Ok, super, merci. On a une autre question de Eloucine qui nous dit déjà merci pour la qualité des interventions, donc ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et quid de la problématique des petits espaces, donc 5 à 10 tables pour tout ce qui est zone takeaway, distanciation, vestiaire employé. Est-ce que vous avez des recommandations par rapport à ça? Adrien, je vais te laisser compléter, mais là, on parle spécifiquement de zone takeaway, du coup? Zone takeaway, il y avait aussi distanciation, c'était Ok. organisation de distance, en fait, parce que c'est vrai que tout ce que vous avez dit, ça laissait supposer en fait que c'était un très grand espace. Non, mais nécessairement, c'est sûr qu'il y a un sujet avec l'espace. Et dès lors qu'un restaurateur a un petit local, forcément, il a plus de contraintes. Sur des restaurants qui sont situés en Ile-de-France, et j'ai pu le voir là, ces derniers jours, cette exploitation des terrasses permet quand même d'aller chercher un peu plus d'espace. Après, si on n'a pas l'opportunité de faire ça, je pense qu'il faut le faire avec minutie. Et c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Adrien. Il faut arriver, je dirais, à trouver l'entre-deux et de se dire voilà, un coin takeaway dissocié d'un coin salle. Et après, malheureusement, j'ai envie de dire, les règles sont les règles. Si malheureusement vous n'avez pas la possibilité d'avoir une terrasse et que la salle est déjà petite, vous n'allez pas pouvoir faire des miracles. Hein. Adrien, je te laisse compléter, mais pour le coup, voilà, c'est. Oui. Et puis, je suis pas convaincu, moi, de ce que je vois de l'expérience des réouvertures qu'on a fait ces derniers jours, qu'un grand établissement est beaucoup plus simple qu'un petit établissement. Un grand établissement, ça veut dire aussi un grand loyer. Donc, ça veut dire aussi des nouveaux canaux de vente qui doivent permettre de compenser des charges fixes bien plus grandes. Un petit établissement, ça permet aussi d'être plus malléable et de
va être plus facile à changer. Il y a un espace plus petit à maîtriser. Il doit être au service de l'ensemble de la vente. Il peut être beaucoup plus facilement redirigé dans son ensemble vers la vente. Le vestiaire être un vrai sujet dans ce qu'il va citer par contre. Et là, c'est beaucoup plus dur sur la sécurisation des employés. C'est peut-être là qu'il y a une vraie problématique à penser sur comment est-ce que je mets en place un vrai protocole, peut-être même plus construit, sur des temps sans clients pour sécuriser l'entrée et la sortie de mes salariés et sur les périodes de production. Là, ça peut être une vraie problématique. Or, en dehors de cela, je prends des exemples très concrets. Nous, on a rouvert un établissement en livraison qui fait 8 mètres carrés et qui accueillait avant sur place 8 mètres carrés vers rue Notre-Dame-de-Lorette, donc en plein Paris. Alors, en effet, plus petit que ça, c'est pas possible, ce n'est même pas humain, mais c'est faisable. Et du coup, l'intérêt de ces établissements-là, c'est qu'ils sont plus petits certes, mais du coup moins de charges et plus facilement réorganisables dans l'espace et dans l'ensemble de l'espace. Seul bémol en effet, l'employé qui doit rester au cœur des préoccupations, comme disait Martin, c'est le niveau de base et il faut le tenir. Et là-dessus, à vous de mettre en place un protocole un peu plus lourd. Tout à fait. Génial. Merci, donc c'est pas forcément moins bien, effectivement. On a une autre question de Pauline qui nous dit, pensez-vous qu'il est possible de développer et de faire marcher de la vente à emporter dans un petit restaurant ouvrier ouvert en semaine les midis uniquement? Oui, alors moi oui, tout à fait. J'ai envie de répondre oui. Maintenant, j'ai aussi envie de dire qu'il faut se donner du coup les moyens de le faire. À tort, on a l'habitude de se dire j'installe un outil de vente à emporter et hop, ça marche. C'est faux. Si on lance un outil de vente à emporter, il faut prendre le temps, et ça passe aussi par la formation des équipes, de communiquer sur cet outil. Pourquoi pas lancer une petite action de marketing local à moindre coût, hein. Je vous parle de ça, d'imprimer une centaine, une 200 de flyers et de les livrer aux alentours. Voilà, des petites actions qui sont pas forcément ni très coûteuses ni très chronophages et qui vont vous permettre, vous allez le voir, vous allez le ressentir très vite, d'avoir un retour de trafic. Donc voilà, moi ce que je dirais, c'est que a priori vu comme ça, oui c'est envisageable. Par contre, ça va nécessiter un effort de votre part sur la communication. Il y a des agences, il y a des freelances aussi qui accompagnent très bien les restaurants dans ces démarches-là. Chez Testiklab, on le fait aussi parce que c'est important. Voilà, et ça, c'est le nerf de la guerre. Un outil de vente à emporter ne se suffit pas à lui-même. Il nécessite aussi d'avoir un accompagnement en marketing. Voilà. Et puis, si Ok, la question se pose dans ce sens-là, je pense pardon, qu'on peut excuse-moi. aussi dire non, je t'en prie. Ça veut dire que je pense qu'il y a une clientèle qui a déjà été très ciblée, pour parler que en semaine. C'est-à-dire Oui, qu'elle est à peu près identifiée. Et si elle est identifiée, mais oui. déplacez-vous. Eh Allez les oui, voir. eh Allez leur oui. annoncer physiquement. Enfin, j'insiste sur l'humain, mais Mm, c'est très important. Et vous êtes les meilleurs vecteurs mm, même de ces solutions-là. Allez les présenter, allez les organiser. Ça parlera même plus qu'un flyer. Et là, le mm. coût, il est de 0. Ouais, complètement. 2 heures dans la matinée, 2, 3 fois par semaine, voilà, pour essayer de passer un peu le message. Super. Eh ben, écoutez, sur ces belles paroles, malheureusement, l'heure tourne et on arrive du coup à la fin de ce webinaire. Il reste encore quelques questions, mais malheureusement, ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. Et de toute façon, je vais mettre vos coordonnées seront accessibles dans les emails qu'on va envoyer. Donc, si jamais vraiment, le cher téléspectateur, enfin spectateur, vous avez une question à poser, vous aurez toujours la possibilité de le faire. En attendant, merci à tous pour votre participation. Donc, comme je vous disais, nous vous enverrons l'enregistrement de ce webinaire ainsi que les essentiels à en retenir dès demain. Nous vous enverrons également quelques liens et ressources utiles pour aller encore un petit peu plus loin dès la semaine prochaine. D'ici là, vous avez accès là dans les questions et dans les documents partagés à un article sur les 12 éléments de checklist qui ont été préparés par Snapshift pour vous accompagner dans la réouverture. En ce qui nous concerne, si vous voulez essayer Snapshift, eh ben, un lien de démonstration ou d'essai gratuit vous sera envoyé dès demain avec le replay du webinaire pour que vous puissiez commencer vous aussi à gagner du temps sur vos plannings si vous ne nous connaissez pas encore. Adrien, Martin, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire avant la fin. Alors, ouais, excuse-moi Adrien, Non, je j'allais dis un dire, mot juste. vas-y. Allez, ça marche, merci. Merci déjà à Snapshift, merci à vous tous. Bonne reprise à chacun. Et puis, si je devrais dire un mot, voilà, moi je pense que c'est très important de comprendre un peu cette jonction entre, je répète, mais le digital qui peut faire découvrir son offre et lancer des premiers actes d'achat et la salle qui permet de la faire vivre. Voilà. Donc, moi, je m'arrêterai là et je dis surtout bonne reprise à tous. Super. Oui, bonne reprise. Et ce que montrent des moments comme ces webinaires là où on est nombreux en gérant à participer, faites-le aussi en physique. S'il y a un moment où il faut arrêter ce côté, le gérant de restaurant il est tout seul à maîtriser ses sujets, c'est maintenant, il faut qu'on s'entoure.
déjà par rue, par quartier, mais aussi entre différents acteurs. C'est ce qu'on fait nous aussi de notre côté, hein. Mais c'est un moment justement où il faut être un peu solidaire et il faut continuer là-dessus et j'espère que ça va se poursuivre là-dessus. Et sinon, merci Aurélien pour ta présentation qui est au cordeau. Super, bah, écoutez, bah, merci beaucoup. C'est grâce à vous, c'est grâce aux intervenants de qualité aussi qu'un webinaire de qualité peut se faire. Merci encore à vous. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous commencez à avoir l'habitude de nos webinaires. Nous en organisons quasiment toutes les semaines. Et nous ne sommes pas prêts de nous arrêter. Donc, continuez à suivre nos actualités. D'ici là, bonne reprise. Portez-vous bien. Merci beaucoup à Adrien et à Martin pour votre participation. Et à très bientôt. Merci à tous. Merci.